Bonjour à tous et bienvenue au musée de l'air et de l'espace pour une nouvelle visite virtuelle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une thématique particulièrement intéressante qu'on va retracer à travers nos collections, qui est celle de la présence des femmes dans l'histoire de l'aéronautique. On va commencer dès le début du volume 1 et nous irons ensemble jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale au cours d'une visite qui sera divisée en deux parties. Cette première partie se terminera donc à l'issue du premier conflit mondial. Pour découvrir la suite de cette visite, nous vous inviterons ensuite à la réouverture, à venir nous retrouver ici au musée pour découvrir et connaître la suite de l'histoire féminine de l'aviation après donc la Seconde Guerre mondiale. Mais pour l'heure, commençons au tout début. Tout commence, pour ce qui est du volume 1, en 1783 avec le premier vol du ballon des frères Montgolfier. Et immédiatement après, soit en l'an 1784, des femmes commencent à monter dans les ballons. La première passagère d'un vol libre, nommée Elisabeth Tible, monte à bord de la nacelle en juin 1784. Quelques mois auparavant, d'autres femmes sont déjà montées dans la nacelle d'un ballon pour effectuer cette fois-ci un vol, mais sur un ballon captif. L'époque, donc la fin du XVIIIe siècle, c'est un vrai bouillonnement en fait, d'enthousiasme pour les questions d'aéronautique, notamment dû à l'iconique forme de ces ballons. Et ça a un impact sur la société très fort, puisque on va retrouver des traces de cet engouement jusque dans l'ameublement et dans la mode. Comme on peut le voir ici, la forme du ballon se retrouve sur différents meubles d'époque, sur des accessoires de mode, mais va se retrouver également dans les vêtements avec l'apparition des manches dites ballons, ou pour les femmes via la création d'une coupe de cheveux spécifique qui reproduit en fait la forme, encore une fois iconique, de ces montgolfières. On constate donc que d'ores et déjà, les femmes sont directement dans le processus aéronautique, puisqu'elles sont à bord des ballons, qu'elles volent, mais qu'elles subissent également, ou en tout cas qu'elles suivent avec attention le développement de cette technique via des choses qui relèvent plus du quotidien, à savoir l'habillement. On remonte dans les ballons, et toujours quelques années donc, après Elisabeth Tible, reprenons notre histoire là où nous l'avons laissée, on trouve le premier équipage féminin à piloter un ballon. Ce premier équipage est composé de deux femmes, une première nommée Jeanne Geneviève Labrosse, qui sera également pionnière du parachutisme en étant la première femme à sauter en parachute, à l'époque où ces fameux parachutes ne servent en fait qu'à évacuer les ballons en danger et ont des formes qui en fait ne sont pas exactement celles qu'on connaît aujourd'hui, mais qui sont par exemple plutôt des pyramides, où là, voilà, il y a encore des progrès qui sont à faire dans ce domaine. Et donc la deuxième membre d'équipage, qui elle est la citoyenne Henri, et qui donc accompagne Jeanne Geneviève Labrosse à bord de ce premier vol, en fait uniquement féminin. Toujours dans cette période de l'histoire, mais cette fois-ci un tout petit peu plus loin encore, au début du XIXe siècle, on constate un vrai engouement en fait, féminin pour le phénomène des ballons, au point que par exemple en 1804, une certaine Sophie Blanchard est nommée par Napoléon aérostière des fêtes publiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est la représentante officielle du pouvoir politique pour tout ce qui concerne le plus léger clair et le vol de ballon. Donc, elle réalise au cours de très grands meetings ou de très grands spectacles certaines prouesses ou des vols spécifiques pour convaincre la foule de l'intérêt et de la beauté de cette nouvelle technologie. Toujours dans les mêmes années, on peut aussi noter la présence d'une femme qui fera la démonstration des ballons français au roi de Prusse. On voit vraiment que les femmes sont déjà très impliquées dans le développement des ballons. Ce développement donc qui continue au cours du XIXe siècle, qui constitue un véritable bouleversement en fait, dans l'histoire des technologies. Et puis, progressivement, on cherche à rendre les ballons dirigeables. Ce qu'on voit ici dans cette vitrine. C'est-à-dire,
on cherche à pouvoir donner une vraie direction à ces ballons. Et donc pouvoir se rendre d'un point A à un point B précisément, contrairement au vol libre à l'époque qui relève encore trop de l'aléatoire pour être considéré comme de vrais vols dirigés. Ces choses faites, à la fin de ce 19e siècle, lorsque la France, dont la nacelle est juste ici, au-dessus de nous, qui constitue donc le premier succès en termes de dirigeables en France, décolle des hangars de Chalais-Meudon pour réaliser donc le premier voyage d'un dirigeable français. Ici, étonnamment, les femmes sont absentes de cette histoire, puisque la première et seule femme dont nous avons réussi à retrouver la trace brevetée pilote de dirigeable est l'actrice Gaby Morley, et elle ne le sera, elle, qu'en 1919, après la guerre. Donc bien plus tard et bien plus loin dans notre histoire. Donc nous avons cette situation où les femmes contribuent au développement des ballons, s'investissent et sont reconnues pour cela. D'autres encore se passionnent simplement pour ce phénomène. C'est le cas par exemple de la fameuse actrice Sarah Bernhardt, qui en 1878, et contrairement à l'avis de son directeur à la Comédie Française, décide de s'offrir un baptême de l'air. Elle monte donc dans un ballon, effectue le trajet, l'apprécie beaucoup, mais à son retour se voit sévèrement sanctionnée en fait, pour cette audace et doit payer une forte amende, en plus de se faire réprimander donc, par l'administration de la Comédie Française. Sarah Bernhardt, outrée, décide simplement de démissionner pour protester en fait, contre cette atteinte à sa liberté de voler. Et il faudra que le ministre des Beaux-Arts de l'époque agisse pour convaincre l'actrice de finalement réintégrer la Comédie Française qui perdait à l'époque sa plus grande vedette. Donc pour les ballons, les femmes sont partout. Mais à la fin du XIXe siècle, c'est le développement d'un autre domaine du vol, celui du plus lourd que l'air. Puisque jusqu'ici, avec les ballons et les dirigeables, on se plaçait donc dans le plus léger que l'air. On cherche maintenant à faire voler des éléments plus lourds que l'air, ce qui va devenir à terme les avions. Et ce procédé commence avec la construction de planeurs comme celui qu'on peut voir juste ici, qui a été construit par un certain Lilienthal. Les progrès du plus lourd que l'air à l'époque se font grâce à des constructeurs audacieux qui testent en fait de nouvelles technologies pour réussir à faire décoller ces monstres de bois, de métal et de toile. Parmi lesquels donc, on retrouve des noms qui sont encore restés célèbres aujourd'hui, Breguet, Blériot, ou encore Santos Dumont, un constructeur brésilien vivant en France, qui est à l'origine de la construction de cet avion, la Demoiselle, qui sera crucial en fait, dans l'histoire du vol en France, en permettant à de très nombreux pilotes de se former en fait, au vol. Du côté des femmes, il faut, que nous traversions l'Atlantique pour trouver la première constructrice d'avions de l'histoire. Il s'agit de Emma Lillian Todd, qui, en 1906, dessine le premier avion, du coup jamais dessiné par une femme. C'est un biplan. Un biplan, qu'est-ce que c'est ? C'est un avion avec 2 rangées d'ailes sur le modèle de celui-ci. Elle le dessine, mais mieux que ça, elle le construit. Mais pour des raisons liées à son sexe, elle n'est pas autorisée à le piloter en démonstration et doit donc en 1908 en laisser la commande à un pilote masculin. Dégoûtée par cela, elle s'éloignera progressivement du monde de l'aéronautique, malgré sa capacité évidente à produire des avions utiles. Donc, en plus des constructeurs, toujours sur notre histoire du plus lourd que l'air, on trouve bien sûr les pilotes. Les pilotes qu'on appelle à l'époque, en tout cas quand il s'agit des hommes, les sportsmen. Les sportsmen, ce sont donc des passionnés, en général souvent fortunés, donc issus de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, ou en tout cas de milieux aisés, qui ont le temps et les ressources à consacrer à la pratique de ce loisir, travaillent en fait en partenariat avec les constructeurs, ou alors achètent les avions des dits constructeurs, et les font voler pour aller de plus en plus haut et de plus en plus loin. On progresse donc de saut de puce en saut de puce au tout début du XXe siècle. Le bouleversement se fera finalement en 1908 à la réalisation du premier vol d'1 kilomètre en circuit court.
Mais en plus de ces sportsmen, on trouve aussi des sportswomen qui participent au même titre de dangerosité et de tête brûlée, on va dire, au développement de ces premiers avions. Et parmi ces sportswomen, on trouve une certaine Elisa de Roche, surnommée baronne Raymonde de la Roche, que l'on peut voir ici sur ce tableau, dans l'atelier qui représente l'atelier des frères voisins, qui sont de célèbres constructeurs à l'époque. La baronne de Roche, c'est la première femme jamais brevetée pilote au monde, qui donc volait sur des avions voisins. En plus d'elle, on trouve également d'autres pionnières du vol qui contribuent progressivement au progrès technologique du plus lourd que l'air de l'époque. Parmi elles, donc, on peut notamment citer Jeanne Herveux ou Hélène Dutrigueux, ou encore Marie Marvin, dont on va reparler un tout petit peu plus tard au cours de cette visite. Ainsi, ce qu'on voit d'ores et déjà, c'est donc que quand il s'agit du développement du vol, les femmes sont toujours présentes, aussi bien donc, pour le plus léger que l'air, que pour le plus lourd que l'air. Tout ceci va brutalement s'arrêter avec la Première Guerre mondiale, qui va voir disparaître les femmes aux commandes des avions. Déjà, avant toute chose, il semble utile de faire un petit point sur comment dirais-je, l'état de l'aviation militaire française à l'orée de la Première Guerre. Au tout début du XXe siècle, donc, le haut commandement de l'armée française estime que l'aviation n'est pas un domaine de développement intéressant. Et donc, ne souhaite pas spécifiquement l'encourager. Finalement, après plusieurs discussions, après plusieurs négociations, en 1912, un budget est pour la première fois alloué pour l'achat de matériel lié à l'aérien à l'armée française. Il faut ensuite attendre 1914 et la création d'un drapeau, l'attribution d'un drapeau pour qu'une véritable arme de l'air soit créée et que donc l'aviation militaire française en tant que telle naisse. Mais en raison de cette défiance initiale, on a un parc aérien très réduit pour l'armée française, avec seulement 132 appareils, 23 escadrilles, le tout complété par 19 dirigeables. Pour faire voler ces appareils, on fait donc appel soit déjà à des pilotes chevronnés, donc des pionniers qui ont participé au développement des progrès de l'avant-guerre, ou à des pilotes qu'on forme ensuite au cours de la guerre. Pour ce qui est des femmes, c'est très simple. La réponse est non. Il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que l'armée refuse catégoriquement d'enrôler des femmes en tant que pilotes. Bien qu'on l'ait vu, il existe des pilotes expérimentés, chevronnés, et tout à fait capables en fait, de répondre aux missions qui sont données à ces aviateurs, qui sont initialement des missions d'observation, puis de bombardement, puis de chasse vraiment à la toute fin de la guerre. Les femmes donc vont devoir trouver d'autres moyens de participer à l'effort de guerre. Et la première manière qu'elles ont de contribuer à cet effort, c'est en allant travailler dans les usines. Les hommes étant partis au front, il est nécessaire que la France continue de produire notamment des armes, des ressources pour ses soldats. Et donc, les femmes qui jusque-là étaient soit employées au champ en campagne, soit restées majoritairement au foyer en ville, investissent en masse les usines pour du coup participer à la production de ressources pour l'effort de guerre. D'ailleurs, cet épisode de la Première Guerre mondiale sera par la suite crucial dans le mouvement d'émancipation des femmes, puisque une bonne partie d'entre elles, en fait, ne voudra pas retourner à la situation d'avant-guerre, c'est-à-dire de mère au foyer ou de maîtresse de maison, et donc commenceront à faire valoir leur volonté de travailler au même titre que les hommes. Une autre manière pour les femmes de s'engager, ou en tout cas, encore une fois, de contribuer à l'effort de guerre, c'est de devenir marraines de guerre. Alors les marraines de guerre, en fait, ce sont des femmes qui, par le biais d'organismes dédiés, sont mis en relation
avec des soldats dans les tranchées et avec qui elles entretiennent une correspondance, en fait, avec qui elles s'envoient des lettres régulièrement pour garder du lien en fait, entre ces hommes et l'arrière et leur permettre de conserver un bon moral. En fait, ces hommes qu'on associe donc à des marines de guerre sont en règle générale des soldats qui sont esseulés, qui ont perdu leur famille ou qui ont perdu leurs camarades au cours de combats et qui donc ont besoin de soutien psychologique en fait pour continuer à se battre du mieux qu'ils le peuvent. Cette pratique, au départ, est regardée avec suspicion par le commandement français. À titre d'exemple, le commandement britannique, lui, décide d'interdire totalement cette pratique, considérant que pour écrire à des soldats, ces femmes devaient avoir des mœurs bien légères. Finalement, ce qui n'est bien entendu pas le cas, finalement, le commandement français, lui, décide de conserver cette pratique et même parfois de l'encourager, toujours donc pour des questions de morale. Enfin, la troisième manière de s'engager pour les femmes au cours du premier conflit mondial, c'est en tant qu'infirmières. Les infirmières qui donc sont un métier qui est déjà très traditionnellement féminin et donc qui contribuent aux soins des soldats. Et déjà, on remarque la présence d'un schéma en fait très commun qui veut que le rôle des femmes soit attribué aux soins, au soutien, à la protection, mais pas à la protection physique, sous-entendu la protection, le bien-être en fait, des hommes. Et on les relègue, ou en tout cas on les confine dans ce rôle-là. Et on ne les autorise pas, du coup, à monter au combat et à s'engager dans des opérations de combat directement, ce domaine étant considéré comme le domaine des hommes. Pourquoi ? Parce que la femme est considérée comme... Entendez la femme comme les femmes, bien sûr, mais disons que l'idée de la femme est considérée comme un être plus fragile, plus sujette à des émotions fortes, et donc incapable de conserver son sang-froid dans un contexte aussi violent que celui de la guerre. Et il faudra attendre très longtemps pour que ces affirmations soient démontées et qu'on autorise les femmes à joindre l'armée. Malgré ce que je viens de dire, on peut tout de même citer deux profils légèrement atypiques dans cette histoire. Le premier est celui de Marie Marvin. Marie Marvin, c'est une femme à part dans notre histoire. Pourquoi ? Donc c'est la troisième femme pilote brevetée au monde. Elle parle 7 langues. Elle est capable de conduire ou de piloter toutes les machines existantes à l'époque, des avions, des bateaux, des voitures. Elle est également inventrice et il se trouve qu'elle est infirmière de formation. Elle est particulièrement désireuse de se battre et ne voit aucune raison pour laquelle elle devrait rester en arrière. Elle décide donc de se faire passer pour un homme et s'enrôle en tant que soldat pour monter au front. Finalement, une blessure la démasque et elle est contrainte de retourner à l'arrière, chez les civils, où, à partir d'ici, et donc elle exerce en tant qu'infirmière et commence à militer pour la création de ce qui deviendra l'aviation sanitaire, c'est-à-dire l'utilisation des avions pour l'évacuation et le soin des soldats sur les théâtres d'opération. Jusqu'ici, on constate que notre schéma est malgré tout maintenu, c'est-à-dire que tout aussi exceptionnelle soit la personnalité de Marie Marvin, elle reste malgré tout dans ce rôle de la protectrice, du soin, du care. Et dernier profil, qui est encore une fois légèrement atypique dans cette histoire, c'est celui de Marthe Richet. Marthe Richet, donc, qui est la présidente d'une ligue qui s'appelle la Ligue de l'Union patriotique des aviatrices, qui, elle, en fait, milite directement, fait une action de lobby, milite dans les milieux politiques pour la création d'une section féminine, notamment dans l'armée de l'air, puisque, encore une fois, elle est aviatrice, donc elle défend la création de cette unité au sein de l'armée de l'air. Ce qui n'arrivera pas, en tout cas pas pendant la Première Guerre mondiale, qui arrivera bien plus tard, on y reviendra encore une fois un petit peu plus loin dans la visite. Mais Marthe Richet pourra malgré tout, elle, exercer les fonctions d'espion au cours de la Première Guerre mondiale à partir de 1916, à la mort de son mari.
qui la laisse un petit peu plus libre de ses mouvements. On arrive à la fin de cette première partie de la visite, et déjà ce qu'on peut remarquer, c'est que donc les femmes depuis le début contribuent au progrès de l'aviation et du vol humain. Mais que malgré leur contribution à ce domaine, au développement de ce domaine, lorsqu'on arrive en situation de guerre, immédiatement, elles sont mises à l'écart et reléguées dans des rôles plus conformes ou plus conformes à leur identité de femme, en tout cas telle qu'on la perçoit à l'époque. C'est-à-dire qu'on est donc dans ce schéma de réflexion patriarcale qui veut que la femme, en fait, doit rester à effectuer certaines tâches précises qui relèvent de ce qu'elle est par définition, et il ne peut pas en être autrement. On va voir dans la deuxième partie qu'avec l'entre-deux-guerres, la donne change légèrement, et c'est le grand retour des femmes dans les cockpits. Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois au Musée de l'Air et de l'Espace pour cette deuxième partie de visite consacrée à l'histoire des femmes dans l'aéronautique. Et on va reprendre là où on s'était laissé la dernière fois, c'est-à-dire à la fin de la Première Guerre mondiale. On va du coup maintenant aborder une première partie qui sera consacrée à l'entre-deux-guerres, qui est une période clé dans l'histoire de l'aviation, et ensuite on parlera de la Seconde Guerre mondiale, et c'est ici que nous nous laisserons. On sort donc de la Première Guerre mondiale. Et l'entre-deux-guerres va être le théâtre du développement de l'aviation sous plusieurs aspects. Tout d'abord, ça va être le début du transport de passagers, avec notamment le Farman Goliath qu'on voit juste derrière moi, qui, à partir de 1919, en fait, va être l'un des premiers avions à transporter des passagers. C'est aussi le début, en tout cas l'extension de l'utilisation de l'avion pour des missions commerciales de transport, notamment de courrier entre les deux continents. Et c'est aussi, et c'est particulièrement cet aspect qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est aussi le développement massif de l'aviation sportive et de l'aviation de record. En fait, pendant l'entre-deux-guerres, aussi bien hommes que femmes, comme on va le voir, s'affrontent pour faire tomber des records d'altitude, de vitesse ou de distance de vol. Donc c'est à celui qui ira le plus haut, le plus loin, le plus vite. Et pour répondre à cet engouement à la fois des pilotes et du public qui suit avec passion les pérégrinations des différents pilotes phares de l'époque, les constructeurs sont obligés de moderniser sans cesse leurs appareils, ce qui, nous amène à des avions de plus en plus proches de la forme que nous leur connaissons aujourd'hui, notamment avec la fermeture des cockpits, un processus déjà légèrement entamé pendant la Première Guerre mondiale, mais qui ici prend tout son sens, puisque forcément, plus on va haut, plus on a besoin d'être au chaud, donc avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est quand même mieux. On va donc commencer en France, avec le grand retour des femmes dans les cockpits. Et ici, on va parler plus précisément de trois grandes personnalités de ce domaine-là en France. La première, c'est Adrienne Bolland, dont on célèbre le centenaire de la traversée des Andes. Adrienne Bolland, c'est donc une aviatrice française qui, en 1921, traverse la cordillère des Andes en avion, un exploit qui n'avait encore jamais été réalisé, et encore moins, bien sûr, par une femme. Petite anecdote intéressante qui poursuit le raisonnement qu'on a déjà commencé à entamer un petit peu dans la première partie de cette visite. Le consul de France au Chili, qui, est chargé d'accueillir Adrienne Bolland à la suite de son exploit, ne se présentera finalement pas sur la piste d'atterrissage, croyant à un poisson d'avril et disant « une femme qui traverse la cordillère des Andes, voyons, c'est impossible ». Adrienne Bolland donc lui aura bien prouvé le contraire. On retrouve notre défiance et l'impossibilité de croire pour une bonne partie des hommes de cette époque aux performances des femmes aux commandes d'un avion. On trouve également d'autres pilotes en France qui donc participent activement à cette recherche de records, et notamment deux pilotes très emblématiques, notamment parce qu'elles s'appellent toutes les deux Maryse et qu'elles sont toutes les deux en compétition, Maryse Hiltz et Maryse Bastier. Les deux donc font tomber successivement différents records d'altitude ou de vitesse, chacune l'une après l'autre.
Tant et si bien que certains constructeurs de l'époque, des importants constructeurs d'avions de loisirs de l'époque, décident de les nommer un équivalent d'ambassadrices en fait, de leur marque. Maryse Bastier donc, travaille donc pour Potez, qui construit par exemple cet avion, le Potez 53, pour du coup faire la démonstration des prouesses de leurs appareils, tandis que Maryse Hills, elle, est sponsorisée, entre guillemets, par Caudron, donc un autre constructeur emblématique de cette époque, les E2 et Morane-Saulnier ayant une très grande importance en fait, dans le développement de l'aviation de sport en France à cette époque. Donc, Maryse Hills se voit confier un Caudron Simoun, c'est-à-dire cet appareil pour la réalisation d'un nouvel exploit, un exploit qu'elle a en fait déjà réalisé, qui est un raid. Un raid, c'est donc un voyage d'une très longue durée, sur une distance également très grande, entre Paris et Saigon. Saigon, aujourd'hui, Ho Chi Minh Ville, capitale du Vietnam. Ces deux pilotes, donc, par leurs exploits, entraînent l'enthousiasme populaire. Et en France, on se passionne donc pour les exploits de ces pilotes un peu tête brûlée, qui du coup font figure d'exception dans le paysage, puisque elles, décident de jouer contre les stéréotypes de leur époque, en prenant des risques énormes par passion finalement de l'aviation. Maintenant, traversons. Oui, bien sûr, ce ne sont pas les seuls en France. Il y a d'autres pilotes qui s'illustrent à l'époque. Beaucoup de femmes, mais malheureusement, les présenter toutes ici serait un petit peu trop long. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite une nouvelle fois à revenir nous voir à la réouverture et on pourra parler plus avant de toutes ces acrobates de l'air de l'entre-deux-guerres. Traversons maintenant l'Atlantique et attardons-nous un petit peu sur un événement majeur de l'année 1929. L'année 1929 va voir se dérouler un derby. Un derby, c'est une course aérienne, donc entre deux points, la plupart du temps en plusieurs étapes, et d'un seul bloc. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une étape, puis on s'arrête, puis on revient pour faire la deuxième étape. Voilà, c'est vraiment d'un seul bloc. Il y a 9 étapes. Ce derby, donc, couvre 4500 km de territoire américain. Le départ est donné à Santa Monica, en Californie, sur la côte ouest, et l'arrivée est à Cleveland, dans la région des Grands Lacs. Donc on traverse pratiquement tout le territoire des États-Unis. Ce derby, donc de 9 étapes, va être surnommé par un journaliste de l'époque le derby des houpettes. Pourquoi ? C'est parce que les participants à ce derby sont en fait des participantes. Ce ne sont que des femmes qui sont engagées, pour réaliser ce nouvel exploit. On remarque d'ailleurs que ce surnom de derby des houpettes lui est donné par mépris, parce que la presse de l'époque, en tout cas avant le début de l'événement, ne prend encore une fois pas au sérieux cet événement féminin, et du coup les ramenant les femmes à la coquetterie. Ce que les pilotes engagés vont s'empresser de prouver faux. Donc ce derby, c'est une véritable épreuve. Engagés, on trouve des pilotes emblématiques de l'époque essentiellement américaine. Par exemple, des noms comme Phoebe Fairgraves ou Pancho Barnes ou la fameuse Amelia Earhart. Et on trouve également une Française, Blanche Noix, à qui il va arriver plusieurs pérégrinations, on va en parler tout de suite. Et donc, ce derby, donc les 9 étapes, voit tout un tas de péripéties arriver. Par exemple, Pancho Barnes se crache, est obligé de s'extraire des restes de son avion, retrouver un avion et repartir. Blanche Noix, en plein vol, voit son appareil prendre feu, conservant un sang-froid impeccable. Encore une fois, on pense à la Première Guerre mondiale et aux reproches supposés qui étaient faits aux femmes de ne pas savoir conserver leur sang-froid. Blanche Noix, elle, ce qu'elle décide de faire, c'est d'atterrir sur une route, de courir à une ferme attenante pour aller chercher de quoi éteindre le feu. Elle éteint le feu, elle remonte dans son avion et elle repart. Et tout le derby est jalonné d'épisodes comme celui-ci, ce qui fait que le public américain se passionne pour cet événement, qui du coup contribue à la création d'une nouvelle image des femmes pilotes, bien loin
des clichés sexistes habituels. Finalement, ce derby est aussi le théâtre d'une tragédie, puisque l'une des pilotes va jusqu'à perdre la vie. Marvel Crosson se crache et décède dans l'incendie de son appareil, au terme d'une course donc épique, remportée par une certaine Louise Thaden. Amelia Earhart, donc, qui est un peu l'aviatrice américaine emblématique de cette époque, arrive elle 3e. Cet épisode est tellement marquant qu'à la fin du derby, donc toutes les pilotes décident de se réunir au sein d'un club qui est un peu l'équivalent d'un aéroclub féminin, en fait, qui sera par la suite nommé les 99s, en référence au nombre de 99 pilotes femmes inscrites au moment du dépôt des statuts de création officielle de cette association. L'entre-deux-guerres, donc, raid en folie, enthousiasme collectif, les femmes partout, plus que jamais présentes, font tomber des records, s'illustrent de bien des manières, ce qui fait qu'on aboutit en fait à la popularisation d'un très grand nombre de femmes qu'on retiendra comme des grands noms de l'aviation. Mais l'entre-deux-guerres, et nous revenons en France, c'est aussi un moment un peu particulier à partir de 1936, puisqu'en 1936, le gouvernement du Front populaire décide de lancer un programme nommé Aviation populaire, le programme d'aviation populaire. Le projet est assez simple, il consiste à garnir tous les aérodromes de France, en tout cas le plus grand nombre d'aérodromes possible en France, d'appareils pour apprendre le vol, de manière à ce que les Français, et un peu les Françaises tout de même, puissent apprendre à piloter, éventuellement en vue d'une prochaine guerre. À ce titre, le gouvernement achète plusieurs avions, et notamment des Caudron Luciole, comme celui qui se trouve juste derrière moi, qui sera acheté à 232 exemplaires donc, par le gouvernement. Nous n'avons à ce jour pas de témoignages de femmes ayant profité de ce programme, mais on peut légitimement supposer qu'il y en a eu, bien que il ne faille pas oublier que l'époque n'est pas encore à la libération, c'est-à-dire que ces femmes, pour se payer leurs heures de vol, doivent typiquement demander l'autorisation à leur mari. Rappelons qu'en 1936, les femmes n'ont pas le droit de signer des chèques et n'ont du coup pas le droit de gérer leurs propres dépenses. Ce qui fait que, même si ce programme soutient l'accès de tous au pilotage, le contexte sexiste global de l'époque en empêche très certainement un grand nombre qui auraient adoré voler de le faire. Malgré cela donc, l'entre-deux-guerres, au même titre que les débuts du plus lourd que l'air, est une sorte d'époque dorée pour l'aviation féminine et l'aviation au sens large. Mais une nouvelle fois, on peut compter sur la guerre pour tout faire capoter. Puisque, à partir de 1939, donc, éclate la Seconde Guerre mondiale, et les femmes vont une nouvelle fois se retrouver éloignées des commandes, mais il y a du progrès par rapport à la Première Guerre mondiale. Restons en France pour le moment. En 1939, donc, quand la guerre éclate avec l'Allemagne, le gouvernement français, et son commandement militaire bien sûr, décide de recruter 4 pilotes emblématiques de l'entre-deux-guerres pour effectuer des missions de convoyage. Le convoyage, c'est transporter donc par avion du matériel ou des ressources d'un point A à un point B. Parmi ces 4 pilotes, on retrouve nos deux Maryse Bastier et Maryse Hiltz, et également une femme nommée Claire Roman, qui est la première femme brevetée pilote militaire de l'histoire en France. Après la défaite et l'armistice, le régime de Vichy et le régime nazi confinent entièrement la femme au foyer, ayant leur confiant en fait pour mission l'augmentation de la natalité. Donc les femmes ne sont qu'exclusivement ramenées à leur rôle de mère à cette époque, ce qui fait que les aviatrices françaises de l'entre-deux-guerres n'ont pas d'autre option que d'arrêter de voler. On ne les laisse plus monter dans les avions. Certaines, d'ailleurs, finissent par s'engager en résistance, Maryse Bastier notamment, qui fournira des renseignements aux Alliés. Donc, pour trouver des femmes pilotes durant cette période, il faut déplacer un petit peu notre lentille. Et
On va commencer tout de suite en Angleterre. En Angleterre, il existe une division spéciale de la Royal Air Force qui s'appelle l'ATA, une division spéciale de la Royal Air Force qui est dédiée au convoyage. Après de nombreuses discussions, beaucoup de négociations et un combat féroce, une aviatrice britannique nommée Pauline Gower obtient finalement la création d'une division féminine de cette ATA, dans laquelle un peu moins d'une dizaine de femmes sont engagées immédiatement pour transporter notamment des pièces d'avion et, par exemple, des pièces de cet appareil, qui est l'un des avions emblématiques de la Seconde Guerre mondiale du côté des Alliés, le Spitfire. On trouve donc des femmes pilotes, mais elles ne sont pas encore, et toujours pas, impliquées sur les opérations de combat directement. Elles sont impliquées sur du support logistique, au même titre que nos 4 Françaises au début de la guerre avaient été réquisitionnées pour faire du convoyage. La division féminine de l'ATA ne fait que, avec bien sûr 2 gigantesques guillemets, transporter du matériel, mais n'est pas impliquée directement dans les combats. Aux États-Unis, c'est la même chose. 2 femmes, Nancy Love et Jackie Cochran, réussissent à créer une division spécialement féminine, encore une fois dédiée au convoyage. Cette division sera nommée les WASP. Mais ça se fait au prix d'une très grande adversité de la part des autorités militaires, mais également des autres pilotes. Cochrane, par exemple, dans ses mémoires, va jusqu'à dénoncer des sabotages de son appareil. On lui reproche constamment de ne pas être à sa place, de ne pas être où elle devrait être. Et à l'instar de... tout comme toutes ces femmes dont nous parlons depuis le début, elle refuse de se simplement laisser, de rester à la place qui est censée lui être attribuée, et donc finit par obtenir la création de cette division. Mais, encore une fois, ne sera pas impliquée directement dans des opérations de combat. Du côté de l'Allemagne nazie, les choses sont un petit peu différentes. Donc on l'a dit tout à l'heure, le régime nazi confine les femmes au foyer dans leur mission, puisque c'est ainsi qu'il le présente, de mère. Et les réduit donc à leur rôle de mère. Une exception toutefois, avec une femme nommée Anna Reitsch. Anna Reitsch, c'est donc une aviatrice sportive de l'entre-deux-guerres, fameuse donc en Allemagne pour ses prouesses, qui, en raison de son habileté, échappe, elle et quelques autres, au confinement au foyer, et donc est impliquée très tôt dans l'aviation nazie. Et participe notamment, en tant que pilote d'essai, au développement des chasseurs qui assurent pendant un temps la supériorité allemande dans le ciel. Les Stuka, par exemple, qui sont eux des bombardiers, ou certains modèles de Focke-Wulf, qui est un constructeur allemand, comme celui que nous avons ici, par exemple, c'est un Focke-Wulf 190, remaquillé. Pareil, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir, on pourra parler plus en détail de cet avion, qui a une histoire intéressante. Mais revenons à Anna Reitsch pour le moment. Et donc, Anna Reitsch, donc, pilote d'essai, participe activement au développement de la technologie allemande, et donc de l'appareil de guerre allemand. Il faut noter qu'il lui arrive un épisode très spécial dans sa vie, qui implique encore une fois cet appareil, le Focke-Wulf. À la toute fin de la guerre, donc elle travaille sur une base militaire de l'armée allemande, et on lui demande d'escorter un certain Ritter von Greim, qui est général à l'époque. On lui demande de l'escorter jusqu'à Berlin pour qu'il soit nommé commandant en chef de la Luftwaffe, soit les forces aériennes allemandes. Anna Reitsch accepte donc la mission, de toute façon, on ne peut pas vraiment faire autrement, et donc embarque une première fois avec son passager à bord d'un bombardier, puis à bord d'un Focke-Wulf 190 tel que celui qu'on a vu juste avant, puis encore une fois à bord d'un nouvel avion, mais au moment d'arriver à Berlin, les Alliés sont déjà là et entourent la ville, et donc elle est abattue en vol et s'écrase dans Berlin par... disons-le presque par miracle, non loin du commandement d'Hitler. Elle sort le général von Greim de l'appareil en flammes et finalement l'escorte jusqu'à Hitler, qui, voyant la fin arriver, est sur le point de se suicider et lui propose une fiole de poison pour partir à ses côtés. Ce qu'elle refusera. Et fait intéressant, alors donc Anna Reitsch était au cœur de l'appareil de guerre nazi,
elle continuera d'exercer ses fonctions de pilote jusque tard après la guerre, où donc ses mérites continuent d'être célébrés. Passons maintenant au dernier principal protagoniste de cette guerre, les Soviétiques. Chez les Soviétiques, on va parler précisément d'un régiment qui est entré dans la postérité sous le nom des Sorcières de la Nuit. Je vous explique pourquoi tout de suite. On est en 1941. Une aviatrice, encore une fois très célèbre de l'entre-deux-guerres du côté soviétique, Marina Radkova, démarche Joseph Staline pour la création d'une escadrille, d'une ou plusieurs escadrilles féminines. Au vu du manque d'hommes et de la situation précaire dans laquelle se trouve l'armée soviétique, Staline accepte, et c'est ainsi que 3 régiments d'aviation féminine sont créés dans l'armée soviétique. Le plus célèbre d'entre eux, ce sera le 588e régiment de bombardiers, qui donc entrera dans la postérité sous le nom des Sorcières de la Nuit. Au tout début, les Sorcières de la Nuit, ou les pilotes qui composent cette unité plutôt, ne volent pas dans cet uniforme. Cet uniforme, qui est donc celui d'une femme pilote russe, qui est déjà plus adaptée à leur morphologie, elles volent dans des uniformes de surplus de l'armée soviétique, faute de mieux. Par ailleurs, elles volent dans un avion qui est déjà légèrement dépassé pour l'époque, qui s'appelle le PO-2, et avec lequel elles doivent effectuer des missions de bombardement derrière les lignes ennemies. Ce qui caractérise ce régiment, outre son efficacité, mais pareil, on y reviendra un tout petit peu plus tard, c'est leur méthode d'assaut. C'est-à-dire qu'au mépris du danger, il faut le dire, une des tactiques élaborées par Marina Radkova et son état-major, qui donc dirige à l'époque cette escadrille, est, au moment d'arriver sur la cible, de couper les moteurs et de planer, en fait, pour arriver le plus discrètement possible jusqu'à l'objectif où l'on doit lancer la bombe. Ce qui, bien sûr, est extrêmement risqué, et d'autant plus de nuit, quand on ne voit pas devant soi. Mais les Sorcières de la Nuit remplissent la mission, et même remplissent beaucoup la mission. En tout, plus de 23 000 sorties ont lieu pendant la guerre. Les soldats allemands finissent par être terrifiés par ce fameux régiment, et c'est ainsi qu'ils décident de les nommer les Sorcières de la Nuit, die Nachthexen. Ce régiment, donc, en plus du bombardement, les femmes pilotes soviétiques n'assurent pas que des bombardements. Une autre escadrille, donc parmi les 3 créées au début dont je vous parlais tout à l'heure, s'assure aussi de la chasse. Donc réalise aussi des opérations de combat liées à la chasse. Et parmi ce régiment, on trouve la fine fleur des pilotes soviétiques, Lydia Litviak, qui est surnommée à l'époque le Lys blanc, qui, au cours de sa brève carrière de pilote, entre 41 et 43, totalise 10 victoires en individuel, 12 victoires en individuel, ce qui est colossal pour l'époque, plus 3 assistés et 10 victoires supposées, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu vérifier si l'avion ennemi avait été réellement abattu, mais on suppose que oui. Cette fraction vraiment très spécifique de l'armée soviétique prouve une nouvelle fois à quel point les femmes peuvent tout à fait remplir des missions directement de combat. Malgré cela, la situation n'est pas encore tout à fait prête de changer en Europe. À la fin de la guerre, malgré donc l'exemple des convoyeuses, malgré l'exemple des chasseuses et des bombardières, si l'on peut dire, des Sorcières de la Nuit, si l'on prend l'exemple de la France, en 1944, est créé le premier corps de l'armée de l'air féminin. Donc, gardons tous nos exemples en tête. Donc on est en 1944, sous le gouvernement provisoire de la République française, donc mené par Charles de Gaulle, et créé ce premier corps de l'armée de l'air féminine. 13 pilotes, parmi lesquels des as de l'entre-deux-guerres, dont toujours elle, Maryse Bastier, sont recrutés
pour former ce qui sera donc la première escadrille de combat opérationnelle féminine. Donc ces pilotes sont formés, on les mène vers le brevet de pilote militaire. Donc ce premier groupe est ensuite suivi par un deuxième groupe, puis un troisième groupe qu'on continue de former. Et puis soudainement, en 1946, l'une des porteuses principales de ce projet, Maryse Hiltz, décède. Et le projet, dans les semaines qui suivent, est soudainement complètement abandonné. Toutes les femmes qui sont soit en formation, soit déjà mobilisées sur les bases sont remerciées, renvoyées chez elles. Celles qui n'avaient pas encore eu leur brevet de pilote militaire le recevront non pas au cours d'une cérémonie, comme cela se fait d'habitude, mais chez elles, apportées par des gendarmes. Et le fait le plus extraordinaire, on leur proposera à toutes, ce qui d'ailleurs elles refuseront, un reclassement dans des fonctions de secrétariat ou des fonctions administratives. On remarque encore une fois que le schéma de pensée sexiste qui est dominant chez les décideurs de l'époque, qui du coup existe depuis les débuts de l'aviation, continue d'exister malgré, encore une fois, cette époque fantastique de l'entre-deux-guerres, malgré les prouesses des femmes pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1946, ce premier corps d'armée est dissous. Et il faudra attendre 1982 pour que l'armée de l'air française ouvre à nouveau son recrutement aux femmes. Il faudra de nouveau attendre un peu moins de 40 ans avant que les femmes puissent de nouveau piloter dans l'armée. Ce qui s'est passé après, je vous invite bien sûr à revenir nous voir à la réouverture pour le découvrir ensemble. Si vous le souhaitez, nous proposons une visite qui comprend du coup ces deux parties et qui continue ensuite avec l'histoire de la chasse féminine française et internationale, l'histoire des femmes pilotes d'essai ou encore l'histoire des femmes pilotes d'hélicoptères. Je vous invite bien entendu à venir nous voir pour qu'on puisse continuer à parler ensemble de ces femmes qui ont trop peu fait date dans l'histoire et que l'on puisse continuer de valoriser ces personnalités-là pour que leur histoire ne soit pas oubliée. Merci encore une fois d'avoir suivi cette visite avec nous. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère vous revoir très bientôt au Musée de l'Air pour que nous puissions continuer à raconter de belles histoires. À très bientôt.